Alors, je ne vous représente pas Max Weber. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et on va commencer par la joie sociologique de la semaine où il est question d'argent. Je vais sans cesse dans ce cours m'amuser à faire des allers-retours entre les points identifiés comme cruciaux par Max Weber dans la genèse du capitalisme que nous connaissons aujourd'hui et qui trouvent leur origine dans une éthique protestante. En fait, c'est assez marrant, c'est vraiment la façon dont il y a une corrélation ou une co-construction entre une éthique dans un cadre religieux et une pratique économique par ailleurs qui est devenue mondiale par la suite. Voilà. C'est une enquête qui est assez intéressante parce que ça se glisse dans la question suivante: pourquoi avons-nous ce rapport-là à l'argent aujourd'hui? Ce rapport un peu fou à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ce rapport dans lequel il n'y a pas de matière, sauf peut-être l'oxygène, et encore, il y a des vendeurs d'air. Il n'y a rien qui ne soit monnayable, il n'y a rien qui ne soit, à un moment donné, utilisable dans la sphère de l'échange économique, qui ne soit mesurable par sa valeur monétaire, par sa valeur faciale, on dit, c'est ça, hein? Bon. Oui, oui. Bon. L'argent permet aussi bien d'influencer, voire de déterminer des politiques de pays, que d'avoir accès à des soins, que d'avoir accès à la justice, que d'avoir accès à de l'éducation, que d'avoir accès... Ça détermine encore aujourd'hui l'essentiel de nos politiques qui ne sont jamais présentées que comme des gestions de budget. La gestion de la santé qui est aujourd'hui aussi présentée comme ça. Donc on est sur la compréhension aussi bien à l'échelle sociale générale qu'à l'échelle des vies individuelles, en train de s'attaquer à un nœud, à quelque chose qui fait une singularité très forte et qui m'intéresse. Et le point de départ de ma joie sociologique de la semaine, c'est que je suis en train de relire du Max Weber dans un moyen lieu capitalistique et que vraiment, ça correspond plus du tout. Donc, le premier point, c'est que l'humanité n'a pas toujours été capitaliste. C'est un système social particulier avec des valeurs et des normes particulières. Celle que décrit Max Weber en 1904 est aujourd'hui complètement obsolète. C'est un système capitaliste qui hérite d'un certain nombre de traits, mais qui a complètement changé. Et il a pris à contre-pied un certain nombre de points que Max Weber décrit comme fondateurs du capitalisme. Et notamment ce qu'on pourrait appeler une forme d'ascétisme. Il y a dans les valeurs protestantes décrites par Max Weber comme étant à l'origine du capitalisme, de l'esprit du capitalisme, l'ascétisme. Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme? C'est cette idée que quand on gagne de l'argent, ça n'est pas pour le dépenser pour les jouissances du corps ni pour les jouissances de l'esprit. Quand on gagne de l'argent, on doit se garder absolument de le dépenser pour soi. Quand on gagne de l'argent, on doit l'investir. L'argent doit créer de l'argent. L'argent doit générer de l'argent. Bien. Et par ailleurs, si par la débauche, on témoigne du peu de cas qu'on fait de l'investissement et du trop grand cas qu'on fait de soi-même, alors on se décrédibilise par rapport à la communauté économique, par rapport aux gens qu'on a autour de soi. Bien. Or, j'étais donc dans une espèce d'institution qu'on pourrait décrire comme un ministère européen de la recherche sur la technologie, c'est un peu tutti-frutti, et qui fonctionne comme un groupement d'entreprises, si on veut bien, qui est essentiellement un lieu d'orientation d'argent public dans de la recherche privée, qui est censé fonctionner comme une communauté, faire du team building, faire du matchmaking à l'intérieur de cette communauté ou de ce lobby, je ne sais pas si on peut appeler ça un lobby, un peu. De telle sorte qu'au lieu de se faire concurrence, les acteurs économiques qui sont là, en fait, sont associés, alliés, pour avoir le plus de créativité possible et en gros faire venir un maximum d'argent public vers le privé. Et cette institution-là organisait une fête, un sommet,
à grand renfort de production vidéo superbe, on aurait dit vraiment un film de James Cameron, d'interlocuteurs prestigieux, de petits fours, de bouteilles de vin, de tout ce que vous voulez, de dîner de gala, enfin bref. Et celle qui est un peu l'équivalent d'un genre de ministre de la recherche sur les technologies en Europe, qui est là pour faire de l'agitateur, c'est ça, de l'agitation, si on veut bien, pour créer de la saine concurrence entre des partenaires qui se choisissent eux-mêmes, nous a dit, en arrivant, nous sommes là pour célébrer nos réussites de l'an dernier. En d'autres termes, nous faisons, nous autres représentants de l'ordolibéralisme, de la doctrine Barroso, vous renseignerez si vous voulez, qui sommes là pour créer de la valeur, créer de la valeur, créer de la valeur, on parle que de ça, créer de l'argent, créer de l'argent, créer de l'argent. Qu'est-ce que nous faisons? Une énorme dépense somptuaire complètement inutile. Et c'était très amusant de voir ça. Des tas de gens en t-shirt en train de faire des lip dubs, vous voyez cette espèce d'atmosphère-là. Le tout dans un énorme lieu qui a dû être loué, des centaines de personnes venues de tous des quatre coins de l'Europe, des gens qui vendent leur journée 1000, 2000, 3000, 4000 euros. C'est une dépense d'argent somptuaire pour célébrer. Évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas vrai. Quand on organise des rencontres comme ça, on gagne énormément d'argent par la suite parce que des rencontres se font, parce que des contrats se nouent, parce que des relations se tissent. Néanmoins, l'éthique qui est ici affichée, l'esprit du capitalisme qui est ici affiché, a complètement changé. C'est-à-dire qu'on est vraiment non plus dans une idée d'ascétisme ou d'idée que l'argent crée de l'argent, mais dans cette idée, c'est peut-être une étape différente, civilisationnelle différente, cette idée que la célébration, la fête, la joie, complètement déculpabilisée, cette espèce de jeu bon enfant. Ah oui, alors évidemment, on a organisé un petit concours aussi où il y a une dizaine de startups qui passent et on vote, ils pitchent, ils présentent leur truc en 2 minutes à des investisseurs qui, etc., etc. C'est vraiment cette idée que, en fait, la concurrence pure et parfaite, c'est un jeu joyeux, festif. Voyez-vous ? On a complètement quitté les premières rives de l'ascétisme protestant et de la naissance du capitalisme moderne. Voilà. Je voulais vraiment partir de ce point-là, qui en quelque sorte nous remet les pieds dans le réel, hein, là où se jouent les affaires d'argent. 1. 2. Qui montre qu'il n'y a pas de nécessité économique. Le capitalisme n'est pas un tsunami inarrêtable, etc. C'est un phénomène culturel qui change, qui bouge, qui change culturellement dans ses buts, dans ses pratiques, dans ses manières, dans ses objectifs, en tout. Voilà, c'était le petit point de départ. Important parce que, oui, cette notion aussi de concurrence économique pacifiée et festive. Une fois à Rotterdam, on a eu une nana avec des oreilles de lapin et un petit truc là qui venait faire des animations quand on avait fini les rencontres économiques. Il y avait des rencontres économiques, là, entre vous avez le patron de Philips et le patron de Seb. Là arrive la petite nana avec son ta-ta-ta-ta et ils arrêtent leur rencontre et ils vont en voir d'autres. À la fois on optimise le temps de rencontre et en même temps on est dans une bonne ambiance. Donc vous voyez, l'éthique, en tout cas de ces capitalistes-là, a radicalement changé. Et on va s'en apercevoir en faisant avec Max Weber l'archéologie du capitalisme moderne à travers cette espèce de connaissance, co-construction de l'activité capitalistique et de l'activité et de l'éthique protestante. Pardonnez-moi. Je suis à chaque fois prudent et je les sépare. Je ne dis pas que c'est l'éthique protestante qui a fondé le capitalisme. D'abord parce que l'éthique protestante, elle est bien antérieure au fait qu'on va évoquer aujourd'hui à partir du XVIe siècle. Que deuxièmement, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et que, voilà. Elle est très diverse. Max Weber le dit bien. Donc on va rester dans cette modération. Alors, le point de départ, c'est un étonnement global de la société allemande. On pourrait dire à la mi-temps de la seconde révolution industrielle. On est juste avant la Première Guerre mondiale et il se dit en Allemagne que il existe un rapport entre religion et réussite économique. Et en gros, il y a 2 discours. Soit ce sont les protestants qui manipulent tout, soit ce sont les juifs qui manipulent tout. Je vous avais prévenu de cet élément-là. Et historiquement, on sait quel discours a gagné.
Encore aujourd'hui, hein, vous savez, les juifs Illuminati, dollars, enfin tout ça, c'est un discours extrêmement efficace. Alors que je vous ai déjà dit, comme je suis le chef, moi, des Illuminati, je sais très très bien que c'est pas le cas. C'est pas eux les premiers. Et les francs-maçons, c'est plutôt d'inspiration protestante. Évidemment, bien sûr. Ça va de soi. Alors, non, je cherchais une bonne blague, c'est pour ça que j'ai les yeux aussi froncés, mais je ne l'ai pas trouvé. Il va, lui, évidemment, tout de suite chercher à avoir une vérification quelque peu objective de ce type d'affirmation, et à son grand dam, il y en a une, effectivement, relativement au pourcentage de protestants dans la population d'une région, le Bade, une partie du Bade-Württemberg, il y a une très forte proportion de protestants au poste à responsabilité et en tant que propriétaires d'entreprises capitalistes. Donc effectivement, il s'aperçoit qu'il y a une surreprésentation des protestants. Le sens commun, si vous voulez, la doxa de l'époque, pour expliquer ce phénomène, c'est que si ce ne sont pas les catholiques qui sont au premier poste de l'activité capitalistique, mais soit les juifs, soit les protestants, c'est parce que les catholiques sont détachés des choses matérielles et que attendent la vie après la mort et préfèrent faire de bonnes actions plutôt que des actions capitalistes. Max Weber ne se satisfait pas de cette explication, néanmoins il la garde en mémoire parce qu'il étudie les valeurs sans porter de jugement de valeur. Donc il vous trace le tableau. Il y a une situation économique dans laquelle il y a une surreprésentation d'une certaine catégorie de croyants dans certaines catégories d'activités, en l'occurrence les activités capitalistiques. Par ailleurs, à l'intérieur de cette surreprésentation, on est aussi obligé de qualifier un certain niveau de réussite. On se rend compte qu'ils réussissent bien. Bon, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Donc se pose la question de la surreprésentation et de la réussite de cette catégorie-là de la population. Et donc, Max Weber va se lancer dans quelque chose comme une archéologie du capitalisme contemporain de Max Weber et essayer vraiment de comprendre comment s'est forgé ce qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Alors, c'est une formule qui paraît floue, l'esprit du capitalisme. L'esprit, ça paraît immatériel, léger, flottant. Non, pas du tout. L'esprit, je vous propose de le comprendre ici, notamment mis en relation avec la notion d'éthique, avec quel sens, implicite ou explicite, nous faisons les choses. Voilà, dans quel sens nous faisons les choses, ce qui amène immédiatement à la question qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire avec quelle motivation nous faisons les choses. Bien. Quand je vous disais tout à l'heure, on peut tout monnayer. Effectivement, on peut se poser la question de savoir comment et pourquoi est-ce que nous avons placé l'argent, et on verra dans un instant, on se rappellera dans un instant ce que c'est, comme alpha et oméga de quasiment toute forme d'action. Toute forme d'acquisition. Pour se nourrir, il faut de l'argent. Mais pour avoir où se loger, il faut de l'argent. Mais pour se former avant de travailler, il faut de l'argent. Mais pour avoir accès aux meilleurs soins, il faut de l'argent. Etc., 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 etc. Pour se déplacer, il faut de l'argent. Sauf à pied. Pour s'habiller, se vêtir, se parfumer, se laver, boire de l'eau. Il faut de l'argent pour tout. Je me souviens d'ailleurs d'un copain qui vivait dans un squat très organisé et très sympathique et qui disait, après plusieurs expériences de différents squats différents, on ne peut pas faire sans argent. En vrai, on ne peut pas. Sans argent. Il faut trouver un moyen d'aller en chercher quelque part. C'est trop difficile de vivre socialement une vie sans revenu. Donc on fait des petits boulots, donc on touche le RSA, donc voilà, on s'arrange pour avoir un petit peu d'argent parce que quelle que soit la qualité du groupe, on n'y arrive pas sans. Et c'est pas faux. Même le squat qui permet de pas payer la taxe foncière,
ne permet pas de se dédouaner de toutes les dépenses qu'impose une vie sociale à peu près normale. Même pour être enterré, il faut de l'argent. Si vous croyez que vous avez le droit d'être enterré dans une forêt comme ça, eh bien c'est faux. Ah, je t'ai compensé 3 000 € en moyenne. Si vous le savez, c'est bien, moi je l'ignore combien c'est. Ce que je sais, c'est qu'on écoute les frais de sépulture, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire le cercueil, machin. On paye un loyer. Oui, par ailleurs, pour la tombe. Ah, est-ce que vous... Merci. Bien. Simplement pour remettre les choses à leur place, un petit peu d'anthropologie des temps anciens et un petit peu de David Graeber. D'une part, la plupart des sociétés traditionnelles n'avaient pas d'argent, donc on peut tout à fait avoir une vie sociale sans argent, complexe. C'est bien une invention, une singularité de nos sociétés qui crée ça. Et deuxièmement, dès qu'un État crée de l'argent, il crée de la dette, puisqu'il est le seul à pouvoir créer de l'argent. Par conséquent, c'est lui qui l'a. Et il ne le donnera pas contre rien, il le donnera en quelque sorte contre une obligation. Que ce soit du travail, une appartenance, une souveraineté sûre. En quelque sorte, il met, en imposant que les échanges soient régulés par une matière première qu'il est le seul à pouvoir produire, le seul à pouvoir garantir, il impose déjà des formes d'obligation dans la société. En d'autres termes, on pourrait parler d'argent-dette avant même que l'argent ne soit que de la dette. Vous savez ce que c'est l'argent-dette ? L'argent-dette, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand on crée de l'argent, on n'imprime pas de la monnaie ou des billets. L'essentiel de l'argent qui est créé, ce sont des emprunts, ce sont des prêts. Quand une banque dit « tiens, je vais prêter 2 millions ou 100 millions à telle ou telle entreprise », elle ne les a pas dans son compte. Elle ne prend pas la monnaie et elle lui donne, elle rajoute des zéros sur le compte en question. Et en fait, la valeur qui est ici créditée, c'est le fait que l'entreprise va rembourser. La valeur de l'argent, c'est cette confiance qu'on a dans la capacité de l'entreprise à rembourser. Voilà, c'est la garantie de l'argent-dette. Bon. Mais, quoi qu'il en soit, dès le départ, l'argent, et surtout les billets de banque, ou les lettres de créance, ce sont toujours des symboles. Ce ne sont que des symboles. L'argent, c'est du symbole. C'est l'idée c'est la promesse que quelqu'un, quelque part, vous remboursera la valeur incluse dans cet objet. D'accord ? Donc, en réalité, c'est pour ça que c'est aussi fluctuant, que ça peut s'effondrer du jour au lendemain, une monnaie. Si l'État décide de vendre tout son or, de le donner, je sais pas, moi, d'ailleurs aujourd'hui l'État n'a plus ces ressources-là, mais par exemple, d'émettre de la monnaie à l'infini, elle vaut littéralement plus rien. Voilà, c'est du symbole, c'est l'idée que il y a une valeur garantie par l'État, ou par la Banque centrale, ou par la Banque centrale européenne, et que quand bien même vous ne voudriez plus rien d'autre dans la société, l'État peut vous donner la valeur comprise dans ce symbole qu'est le billet, qu'est la pièce. Ou le zéro. Alors, comment se fait-il qu'on ait mis... Comment se fait-il qu'on ait asservi des pans aussi infinis, aussi importants de notre vie à du vent, du symbole? Si on revient à ce que c'est qu'un symbole, c'est-à-dire un signe de reconnaissance réciproque, quelque chose qui montre que nous appartenons, c'est ça un symbole. Bien. Quelqu'un qui est très très riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de symboles. C'est quelqu'un qui est très très reconnu. En un sens, vous pouvez comprendre Donald Trump dans cette culture capitaliste-là, comme ça. C'est quelqu'un qui peut dire « je suis riche » et ça a une valeur morale. Bon, on verra pourquoi et comment tout à l'heure. La richesse, l'enrichissement, c'est de l'accumulation de symboles, c'est de l'accumulation de valeurs unanimement reconnues. Bon. En France, quand on dit « je suis riche », ça signifie plutôt, dans la bataille économique, j'ai été meilleur que les autres, quels qu'aient été les moyens. Par conséquent, il n'y a aucune forme de valeur morale accréditée avec ça.
Mais non, Liliane Bettencourt, elle est riche, elle n'est pas moralement bonne. Pinault, comment il s'appelle l'autre? Oui, peu importe. Ce ne sont pas des gens à qui on attribue Bébéard, qui vous voulez, Vincent Bolloré, c'est pas des gens à qui on attribue une valeur morale, en aucun cas. On dit simplement ce sont des riches. Ils sont bons en affaires. Point. Karim Benzema est riche. Ça ne veut pas dire qu'il est bon moralement. Ça veut dire qu'il est bon en affaires, d'un côté, et que par ailleurs, on reconnaît sa valeur collectivement. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a quasiment la reconnaissance d'une valeur. Qu'est-ce qui vous fait marrer là-bas? Karim Benzema, la sextape, sa richesse... Non? Bien. Vraiment, le point d'étonnement de départ que je voudrais partager avec vous, c'est comment est-il possible qu'on puisse changer la politique d'un État grâce à des leviers financiers, pour faire la Grèce et Alexis Tsipras, qui a pourtant dans ses mains un référendum, mais qui est obligé, à cause de pression financière, essentiellement, de céder et de renoncer à des règles choisies par son peuple. Donc, on peut imposer des lois, on peut imposer un régime avec de l'argent. On peut traduire la quasi-totalité des politiques qui sont faites aujourd'hui, la politique de l'emploi, la politique du soin, des hôpitaux, etc. Tout ça se traduit dans des enjeux monétaires. On gère des budgets. Ce sont des questions d'argent. Des enjeux professionnels, des enjeux de la vie de couple, etc. Tout se trouve traduit à un moment donné dans cette valeur-là, la possibilité ou non d'avoir accès à l'argent. Mais qu'est-ce que c'est que... Au début, c'est un jeu, l'argent. C'est ouais, au fait, les copains, c'est comme du Monopoly. On va dire que ça veut dire ça. Vous voyez bien? C'est-à-dire qu'on traduit de la confiance sociale dans un médium intermédiaire. Comment se fait-il que ça ait pris cette place aussi décisive? D'où est venue cette religion de l'argent? Voilà, c'est la question que je vous propose. D'où est venue cette religion de l'argent? Ma réponse ne serait pas forcément celle de Max Weber, mais aujourd'hui on va suivre celle de Max Weber parce que lui il a fondé la sociologie allemande et pas moi. Donc respect aux anciens. Donc on repart de là. Un espèce de lieu commun, une rumeur, une vérification statistique, un étonnement statistique, et ensuite il va chercher à faire un peu l'histoire de la réforme, l'histoire économique du protestantisme, regarder ensuite le développement en Europe continentale, en Angleterre, aux États-Unis, des différentes sectes protestantes, essayer de comprendre comment est-ce que les éthiques protestantes développées par ces diverses sectes ont, c'est le terme utilisé par Weber, je pense qu'il l'utilise parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui, en toute rigueur sociologique, on parle de secte lorsqu'il n'y a pas d'administration religieuse. Or, le premier mouvement des groupes protestants, vraiment le principe même de la réforme, c'est de dire il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le texte, donc pas d'administration religieuse, et pas d'intermédiaire entre moi et Dieu. J'ai un rapport individuel à Dieu. Je ne veux pas d'intermédiaire. Bien. Voilà. On parle de secte protestante. Donc, on va commencer très simplement par un premier détachement qui est né dans le mouvement luthérien. Juste, vous avez quelques réformes, quelques notions sur la réforme. C'est le siècle, qu'est-ce que c'est? Je vous parle de ouais. Je parle de Calvin, de Luther. Quand ça commence, avant il y avait quoi, après il y a quoi? Alors, toujours sur la date exacte, enfin sur le siècle en général. Mais c'est donc. C'est le début du XVIe siècle, effectivement. Il y a déjà des éléments des mouvements auparavant qui ont notamment abouti à l'édition des manuels de confession, réaction de l'Église future catholique
pour répondre aux critiques de ce qui va devenir la Réforme. Et puis effectivement, il y a les mouvements calvinistes et luthériens qui se déploient essentiellement à partir du début du XVIe siècle et qui se formalisent. Et voilà, les grands textes datent vraiment du XVIe siècle, même s'il y en a beaucoup plus tard. Bon. Alors, la première notion qui va nous intéresser est luthérienne. Donc Luther, c'est L-U-T-H-E-R, n'est-ce pas? Et que dit Luther? Il dit la chose suivante. Vous n'avez pas besoin d'aller tous les jours, toutes les heures à la messe. Vous n'avez pas besoin de vivre une vie de moine sur terre ou de nonne. C'est pas ça la question. Pour plaire à Dieu, il faut réaliser ce que vous êtes en puissance, c'est-à-dire ce que Dieu a choisi pour vous. Votre vocation, votre Beruf en Allemagne. Voilà. Le travail comme vocation, c'est-à-dire le travail doit être en quelque sorte sacralisé. Il relève du sacré. Votre profession relève du sacré. C'est là que vous allez plaire à Dieu. Bien. Dans la culture médiévale ou au début de la Renaissance, Moyen-Âge au début de la Renaissance, et d'ailleurs bien plus tard encore dans le monde catholique, il est très clair qu'on fait une distinction entre les jours travaillés et les jours chômés. Et que le dimanche d'ailleurs, si vous regardez l'imagerie médiévale, l'iconographie médiévale, travailler un dimanche, c'est-à-dire travailler un jour qui doit être consacré à Dieu, c'est faire mal à Dieu. Vous savez, il y a plein d'illustrations où on voit Jésus qui est bardé de coups, de tous les outils, tous les instruments qu'on a utilisés. Donc il a une faux ici, il a une imprimerie sur la tête, des clous là, un marteau là, un livre. Enfin, il est martyrisé par le travail qu'on réalise alors que le jour doit être chômé. Opposition totale entre sacré et travail. Le protestantisme, en tout cas luthérien, annule cette opposition. Et le travail devient le lieu de la réalisation d'une vocation, c'est-à-dire en quelque sorte d'une utilité choisie par Dieu sur terre. Voilà. Bon. Donc première chose, changement de la valeur travail, si on veut bien. Alors, le deuxième changement identifié par Max Weber, c'est la doctrine de la prédestination qu'il identifie dans le calvinisme. Et il cite la confession de Westminster, qui en 1647 exprime ce fait, chapitre 3 des décrets éternels de Dieu, numéro 3, attention on écoute les décrets de Dieu là, c'est important. Par décret de Dieu et pour la manifestation de sa gloire, tels hommes sont prédestinés à la vie éternelle, tels autres voués à la mort éternelle. C'est grave comme affirmation. Alors entendez ça de la manière suivante. Ça ne veut pas dire chacun naît avec toutes les cartes en main. Ça ne veut pas dire il faut être fataliste, de toute façon c'était comme ça. Ça veut dire quand vous réussissez, c'est que vous êtes béni de Dieu. Quand vous échouez, c'est que vous êtes blâmé par Dieu. Ou prévu pour être ceci, ou prévu pour être cela. En d'autres termes, votre réussite, la manifestation de votre réussite, doit être sanctifiée en un sens puisqu'elle exprime une intention divine. Votre réussite exprime une intention divine. Par conséquent, même si Trump n'a pas été toujours d'une moralité parfaite, et d'ailleurs quand bien même il aurait pu être encore bien pire, dont, je caricature un peu parce que les protestants de l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais dans un certain cadre moral, sa simple réussite économique témoigne déjà d'une vocation divine, c'est-à-dire d'une place attribuée par Dieu, d'une place élective, on l'a élu pour être là. Bien. À ce point de la réflexion, quand on a déjà sacralisé le travail, sacraliser le travail, et deuxièmement, sacraliser la réussite, l'un et l'autre ont un sens sacré, il faut que je fasse... Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, fermer la fenêtre? Parce que si on nous met même des hélicoptères, ça ne va pas aller. Merci. Il faut que je fasse une petite précision.
Pour Max Weber, je pense qu'il a beaucoup d'audace dans cette affirmation. Il me semble qu'on pourrait la contester fortement. D'ailleurs, je ne vais pas me gêner. Il affirme la chose suivante. Ce qui m'intéresse, c'est pas la pulsion d'enrichissement. C'est pas la pulsion de profit qui m'intéresse. La pulsion de profit a existé en tout temps, en tout lieu, de manière universelle, nous dit-il. C'est faux, mais j'essaierai de vous le dire pourquoi tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée selon laquelle il faut absolument s'enrichir et s'empêcher absolument de jouir des fruits de sa richesse. Ce qui m'intéresse, c'est la doctrine de l'argent pour l'argent. De l'argent qui ne doit pas être dépensé, de l'argent qui doit être investi. L'argent qui ne doit pas satisfaire un prestige, des envies corporelles ou des satisfactions spirituelles, mais qui doit au contraire être sans arrêt réinvesti dans de la production d'argent. Il résume ça dans une formule: gagner de l'argent, toujours plus d'argent, tout en se gardant strictement des jouissances spontanées de la vie. Voilà. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que je pense que le fondement de cette affirmation est faux? L'affirmation selon laquelle il y a toujours eu en tout temps, en tout lieu, une pulsion de profit. Qu'est-ce que c'est qu'un profit? Je peux encore me permettre de poser des questions, mais pas pour longtemps, donc profitez-en. C'est quoi un profit? L'acquisition d'un bien. Dégager un bien par l'utilisation d'un autre bien. Quand je dis bien, je veux parler de monnaie. Tirer un avantage. C'est dégagé. Oui, grâce à l'utilisation, il y a un concept de C'est avoir de conséquence. un retour sur investissement plus important que l'investissement. Par ailleurs, pour qu'on puisse appeler ça profit et non pas troc ou échange, ou simplement dire d'ailleurs vous lirez avec profit ceci ou cela, il faut qu'il y ait identité entre ce qui est investi et ce qui revient. Pas une identité absolue. Si j'investis des dollars et qu'on me rend du café et qu'après vente du café je récupère des euros ou des yens ou des roubles, ce que vous voulez, peu importe. Mais il faut que si on fasse la conversion, si on faisait la conversion, effectivement, on peut identifier un retour sur investissement plus important que l'investissement. Voilà. Point. Et là, on peut décrire un profit. Ce qui élimine du profit la plupart des sociétés traditionnelles, où d'abord il n'y a pas de monnaie, où il n'y a pas de troc, où les échanges sont toujours collectifs, et où ont essentiellement des vocations diplomatiques, religieuses. On ne cherche pas à acquérir plus. Parfois même, on cherche au contraire à ménager le voisin, à faire en sorte qu'il ne crève pas, à faire en sorte qu'il ne soit pas humilié dans la négociation, puisque justement elle a plutôt une vertu diplomatique, etc., etc. Donc, on est dans un contexte très particulier où on imagine que le but de l'échange, et il faut bien être dans une perspective très individualiste pour ça, le but de l'échange, c'est de faire un profit, c'est-à-dire d'avoir soi plus de richesse. Ce qui implique, je le crains, que quelqu'un d'autre en ait moins. Bien. Alors évidemment, on pourrait vous dire, mais non, plus on crée de richesse, et la richesse peut profiter à tout le monde. C'est l'investissement ad vitam aeternam. En fait, c'est bêtement l'optimum de Pareto, on est dans une situation favorable tant que la croissance des inégalités profite quand même aux plus pauvres. Même lui fait des profits, en un sens. Je vous mets en garde, on ne peut pas parler de profit pour du travail. Quand on gagne de l'argent en travaillant, c'est du salaire qu'on a, c'est pas un profit. Bien. Sauf à considérer son temps de travail non pas comme quelque chose qu'on vend, mais comme quelque chose qu'on investit. Ou soi-même qu'on investit, on devient investisseur de soi, ça c'est tout à fait néolibéral, c'est très bien. Alors, on a vu que le travail est sacralisé en quelque sorte. On montre sa valeur aux yeux de Dieu à travers son travail. Deuxièmement, à travers sa réussite personnelle, à travers son argent, on témoigne aussi, simultanément, d'une élection, d'un destin personnel, d'une qualité morale. Donc, travailler beaucoup et gagner beaucoup d'argent,
C'est à la fois plaire à Dieu et montrer qu'on est destiné par Dieu à ça, à ce statut favorable. Max Weber décrit d'ailleurs le fonctionnement de communautés protestantes. C'est marrant, d'ailleurs Alexis de Tocqueville le fait aussi, dans De la démocratie en Amérique. Description assez amusante de communautés protestantes dans lesquelles l'intégration à la communauté, qu'elle soit baptiste, anabaptiste, calviniste, ce que vous voulez, Quaker, est à la fois économique et morale. Dans un premier temps, pour intégrer la communauté, on va vous faire une enquête de moralité. On va aller dans les paroisses où vous étiez précédemment, on va appeler, on va savoir si on peut vous intégrer ou pas. Une fois que vous serez intégré, et en fonction de votre comportement, on va devenir des consommateurs chez vous. Mais si vous êtes d'une bonne morale, alors tout le monde va venir consommer chez vous, et on va assurer votre réussite économique. Vous voyez bien comment, à ce moment-là, l'un et l'autre se lient, et la réussite économique témoignera de votre moralité. Alors, le troisième point, et qui est probablement pour moi le plus fort, excuse-moi, je l'ai mis en quatrième, mais c'est pas grave, c'est la qualité attribuée à l'argent même, à ce symbole particulier qu'est l'argent. Et pour illustrer ce point, et son expression dans l'éthos protestant, capitaliste, Max Weber nous propose de lire un petit texte de Benjamin Franklin. Alors, ouvrez grand vos oreilles, ça pique. Ce sont des conseils donnés à un jeune homme qui voudrait devenir riche. Notez bien que c'est un jeune homme. Songe que le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que ça ne va pas de soi. Peut-être qu'on était encore à une époque où on pouvait penser que le temps, c'était autre chose. Mais dans notre conception linéaire du temps, mesurable et donc assignable à la production de valeur, le temps devient de l'argent. Ce ne sont plus les saisons, ce ne sont plus les cycles de la destruction de l'univers, reconstruction de l'univers, ce ne sont pas les fêtes religieuses qui scandent l'année. Le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire du temps efficace. Songe que le temps, c'est de l'argent. Celui qui pourrait gagner 10 shillings par jour grâce à son travail et passe la moitié de la journée à vagabonder ou à traîner dans son lit ne doit pas compter qu'il n'a dépensé que 6 pence pour son agrément personnel. Ce sont 5 shillings supplémentaires qu'il a dépensés, ou plutôt le dilapidé. En d'autres termes, quand vous faites rien, vous perdez de l'argent. En d'autres termes, si on devait appliquer scrupuleusement ces conseils, peut-être, en fait, aucun d'entre nous ne serait là. Parce que moi, je ne serais pas là, pour commencer, donc il n'y aurait pas de cours. Deuxièmement, tous ceux qui sont là, mais pas vraiment par choix, un peu par hasard, ou faudrait qu'ils s'en aillent. Tous ceux qui considèrent qu'ils font des études non pas pour augmenter leur efficacité économique, mais pour devenir meilleurs, faudrait qu'ils s'en aillent aussi. Et les autres qui sont là pour augmenter leur efficacité économique, perdraient leur temps puisque je ne serai pas là. Donc, ni l'éducation comme amélioration de soi, ni l'enseignement comme vocation, jusqu'à le faire en perdant de l'argent, n'aurait de sens. On est dans une transformation radicale. C'est marrant. Vous vous rendez compte ? Si je devais vouloir être riche, oui, c'est effectivement, ça tombe sous le sens. Il faudrait arrêter de perdre de l'argent dans le truc. Alors, ça c'est la plus violente peut-être ensuite. Et surtout l'inaction. L'inactivité coûte. Quand vous dormez, voyez autour de vous les petits billets volter et partir loin de vous. C'est autant d'heures de travail où vous auriez pu gagner 12 € de l'heure comme prof ou comme femme de ménage ou homme de ménage ou comme travailleur chez McDo ou je sais pas, comme conseiller chez Ernst & Young, s'ils veulent bien de vous. Voilà. Le temps, c'est de la valeur exploitable. Songe que le crédit, c'est de l'argent. Si quelqu'un laisse chez moi son argent alors qu'il doit lui être rendu, il me fait cadeau des intérêts ou de tout ce que je peux acquérir pendant cet intervalle. On arrive à des sommes considérables quand un homme a un crédit important et en fait bon usage. Par crédit, on entend ici la confiance que quelqu'un vous fait que vous allez lui rendre l'argent en temps et en heure, sans prendre d'intérêt. En quelque sorte, on est dans des relations de parrainage, d'amitié.
Vos relations de parrainage et d'amitié ont une valeur économique. Pour Dieu, appelez ça le capital social. Si vous avez quelqu'un pour vous recommander dans un boulot, pour vous trouver une place dans une fac, ou dans une grande école, ou une prépa, ou ceci, ou ça a évidemment une valeur. Mais doit-on envisager l'amitié sous ce jour-là? Je mets simplement ces questions pour vous montrer la transformation de soi qu'il faut réaliser pour devenir un bon capitaliste dans ce modèle. Bien. Je suis moi-même là maintenant précisément, ah non c'est fini, j'étais pendant le premier cours en train d'exploiter quelqu'un qui a travaillé pour moi parce que elle m'a fait l'amitié de bien vouloir me remplacer sur une expérimentation que j'ai dû aller lancer parce qu'il y a un... Enfin bref, c'est un pataquès, j'ai un collègue qui a eu un bébé, alors je l'ai remplacé mais j'avais cours ici. Je suis parti à 6h du matin à 3, je suis rentré pour vous, et il y a quelqu'un qui bosse même pas avec moi dans une autre boîte, elle est venue me remplacer 2 heures sur une expérimentation par sympathie. Ben, merci. C'est clair. En même temps, faut-il voir là-dedans la possibilité de faire bien son boulot ou celle de gagner de l'argent? C'est intéressant comme question. Pardon? Les deux. On n'avait pas mon général. Oui, pas de ça entre nous. Ben oui. On a beau avoir la meilleure morale du monde, on ne peut pas ne pas s'apercevoir du fait que être sympa, être agréable, même parfois être généreux dans son travail par exemple, ça a une valeur économique. C'est tout. Si comme ça. Mais on en fait ceci ou cela. Alors, songe que l'argent est de nature productive et prolifique. Écoutez ça comme c'est beau. L'argent peut engendrer l'argent. Je trouve ça très beau parce que c'est de la pure folie. Et certes, l'argent peut engendrer l'argent. Si des gens jouent avec. Si par exemple je dis, moi je pense que ça vaut 30, et je le prends. Vous me dites, moi je pense que ça vaut 40. Tu me le vends à 40, oui, on échange et on fait monter le prix. En gros, je suis en train de résumer le système d'échange informatique d'actions qui permettent en une seconde de gagner des millions sur des simples spéculations. Donc, mais dire que l'argent peut engendrer l'argent, ça veut dire qu'on a une négation totale du travail. Que ce soit le travail du joaillier, de l'agriculteur, de l'assistante sociale, de qui vous voulez, ou que ce soit la folie, mais qui est quand même son métier, du trader. C'est une façon que je trouve violente en deux sens. D'une part, elle déculpabilise complètement les gens qui sont dans la spéculation. C'est l'argent qui engendre de l'argent. Bien que ça, si on le traduit réellement, et que c'est pour tout le monde, ça donne une situation d'inflation dramatique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est donc la négation de la responsabilité et la négation de ce qui fait la beauté d'un métier, de la main, de la présence, de ce qui donne du sens au travail. C'est extrêmement violent de faire comme ça l'oblitération du travail. C'est pas ton œuvre fera de l'argent, c'est l'argent fera de l'argent. Je reviens au fait que l'argent c'est juste un symbole. Il y a quelque chose dans cet ethos-là qui m'inspire quelque chose d'étrange. Comme si on avait voulu se débarrasser de tout ce qui dans le social est lourd, est lent. Les symboles, les appartenances, la présence à l'autre, les systèmes d'obligation qui impliquent de la gratuité. On vise un modèle de fluidité totale, d'efficacité totale. On ne veut rien fixer. Par conséquent, dans la doctrine telle qu'elle s'exprime, on dit l'argent engendre de l'argent. Ce n'est pas le travail social, ce n'est pas la règle de la corporation, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la valeur de l'objet, ce n'est pas la solidarité, ce n'est pas l'interconnaissance, c'est même pas le lobbying. Non. L'argent engendre de l'argent. On passe dans de la fiction pure, quasiment dans la pure virtualité. D'ailleurs. Bien. Donc songe que les bons payeurs sont maîtres de toutes les bourses. C'est un peu vulgaire, mais enfin, comme dit le proverbe. Celui qui est connu pour payer ponctuellement, etc. Alors, rien ne contribue mieux à l'ascension d'un jeune homme dans le monde que la ponctualité et l'honnêteté. Alors, 3 choses. L'accumulation de richesses, c'est l'ascension d'un jeune homme dans le monde. C'est beau, hein? Et ça va avec une prévisibilité dans les actions économiques,
fiabilité, prévisibilité dans les actions économiques de l'agent économique. Si je lui donne ça en lui demandant de me rendre ça là, il le fera. Son crédit augmente mécaniquement. Oh, dis donc, j'y avais pas pensé, mais il y a un truc tout bête à dire. C'est comme ça que les banques américaines fonctionnent. Moi, j'ai eu un compte au Canada quand j'y travaillais, et j'avais un crédit. En fait, c'est pas une banque, c'est pas un compte comme chez nous, pas un compte de débit. Là-bas, ils appellent ça comme ça, c'est un compte de crédit. En fait, vous avez toujours un crédit, et vous remboursez après. C'est systématiquement comme ça, mais vous dépensez toujours à crédit. Et si vous n'arrivez pas à rembourser, alors là, les intérêts arrivent. Donc si vous avez 0, vous avez déjà 2000 de crédit en quelque sorte, si vous voulez. Mais il faut rembourser à la fin du mois et voilà. Sauf que là c'est un autre système, avec parfois plus violent. C'est très facile d'emprunter de l'argent aux États-Unis ou au Canada, ce qui est pratique pour monter des actions économiques. C'est très très difficile parfois de le rembourser quand les intérêts s'emballent. Et alors, mais il est pas si tard que ça, tout va bien. Alors, en arrivant, vous avez un crédit de 100, et plus vous remboursez vos dettes systématiquement, plus votre crédit augmente. Non, ils ont gardé ce truc, et donc très vite, vous êtes à $10 000 de crédit. Vous avez le droit de les dépenser comme ça, ce qui fait que si vous êtes à 10 copains, vous pouvez monter une brasserie, par exemple. Je sais pas, ça fait $100 000 à sortir comme ça, sans aucun intérêt à payer à personne. Voilà. Donc, l'honnêteté ici se traduit maintenant non plus sous un jour moral, mais sous un jour efficace. Et la ponctualité, c'est le temps une fois qu'il est devenu de l'argent, c'est-à-dire une unité mesurable, non seulement en durée, mais encore en valeur. Voilà. En gros, vous pourriez chacun dire combien vaut une de vos heures, selon vos compétences, la demande sur le marché du travail, etc., etc. Moi, je suis en capacité de le faire, je le vends. Quand je vends un contrat de prestation de recherche, je vends le nombre d'heures, je vends le nombre de jours, je vends le nombre de mois, et on l'évalue comme ça. C'est une pratique qui est extrêmement courante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, effectivement, il y a un lien entre cet ethos et cette pratique. Bon. Alors, enfin, j'en termine avec, oui, tu apparais à la fois comme un Breton, un peu consciencieux, ton crédit augmente, tralala, c'est bien. Attention, oui, c'est quelqu'un qui prêche, hein. Il est en train de, quelque sorte, de faire son rôle de pasteur. Écoutez bien la parole du pasteur, j'ai pas un... Dommage. Garde-toi de considérer comme ta propriété tout ce que tu possèdes et de vivre en conséquence. Beaucoup de débiteurs tombent dans cette illusion. Pour éviter cela, tiens précisément le compte de tes dépenses et de tes revenus, etc., etc. Écoutez bien la première phrase. Garde-toi de considérer comme ta propriété tout ce que tu possèdes et de vivre en conséquence. Il a bien dit tout ce que tu possèdes. En d'autres termes, tout ce que vous possédez doit être par vous, entrepreneurs, considéré comme un investissement possible. Vous ne possédez pas vos vêtements, pas votre appartement. Si vous n'êtes pas en train de faire du Airbnb avec votre appartement, vous perdez de l'argent. Vous comprenez ? Donc, il faudrait sortir totalement de l'idée que les biens sont là pour qu'on en jouisse. Les biens sont là pour circuler. Un monde où tout le monde adopterait ces valeurs serait un monde, en fait, je pense qu'il disparaîtrait. Parce que tout serait immédiatement sans cesse et sans cesse et sans cesse en mouvement, c'est-à-dire sans matérialité, sans résistance. Seulement, il faudrait des gens pour transporter. Et, voilà. Mais je trouve qu'il y a là une pente extrêmement rapide du berouf à l'ubérisation. Si votre métier doit être sans cesse uniquement plus rentable, si vous êtes un agent économique sans cesse, etc., etc., alors effectivement, vous pouvez être sans cesse en train d'essayer de vendre votre vie, vos déplacements, votre temps libre, votre maison. Tout ce qui est à vous devient un bien économique. Alors, la prouesse du capitalisme contemporain, c'est d'avoir finalement obtenu de chacun un tel niveau de précarité qu'il soit en quelque sorte réduit à le faire. Mais ce qui est plus intéressant pour des anthropologues qui prennent le temps de le faire, c'est d'aller un peu plus profondément dans les choses et de dire, tiens, c'est rigolo. Dans cette activité capitalistique, on en est à un point où plus rien ne nous appartient en réalité. Effectivement, pour qu'on en jouisse,
nous avons fini inconsciemment par choisir de considérer que ce sont des biens d'investissement. Je ne sais pas si vous faites du... comment ils appellent ça couchsurfing ou vous savez, aller de sofa en sofa. Ou alors du Airbnb ou des trucs comme ça. Enfin, ou de l'Uber... comment ça s'appelle Blablacar ou des choses comme ça, qui consiste simplement à dire ça n'est plus votre voiture, c'est votre outil de profit. Vous avez fait un investissement, rentabilisez-le. Faites-vous des petits revenus. Ce qui vraiment change le sens, la texture, la saveur du monde. Votre atelier, s'il a un petit coin libre, c'est plus votre atelier sacré. C'est un espace de travail dans lequel vous avez une activité, mais on peut l'optimiser en réduisant son espace et vous pouvez en vendre une autre partie. Et on désacralise tout ce qui ne concerne pas une espèce, on va y venir, d'ascétisme, c'est-à-dire d'absence de jouissance dans la vie des biens dont on dispose, pour gagner et gagner et gagner et gagner et gagner un argent qui nous valide sur Terre en quelque sorte. On y réfléchira tout à l'heure. Alors, l'ascétisme, c'est quelque chose qui va chercher plutôt dans les sectes baptistes, dans lequel il va effectivement trouver de nombreux éléments qui ont été adoptés progressivement plus largement, dans cette idée que vraiment on ne gagne pas de l'argent pour jouir des choses de la vie, on gagne de l'argent pour gagner de l'argent, pour démontrer la validité de sa présence sur Terre. Qu'est-ce qui peut en rester aujourd'hui de ça? Qu'est-ce qui peut en rester aujourd'hui? D'abord, effectivement, les cas dynamiques et autres managers, on pourrait dire d'eux qu'ils ne jouissent pas beaucoup de la vie. Puisqu'effectivement, entre la salle, qui en fait, vous savez, être healthy, c'est être en bonne santé, c'est pour faire des affaires. Hein. Le moment où ils travaillent, le moment où ils sont... Voilà, ils n'ont plus le temps de vivre leur vie. Même dans le couple, aujourd'hui, vous avez des sites qui sont faits pour rencontrer des gens dynamiques et économiquement intéressants comme vous. Bref, peu importe. Je fais un pas en arrière. Il me semble pas, et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de cette institution européenne célébrant dans la fête les profits en commun, que ce point-là a été progressivement aboli. On n'est plus dans la célébration d'une forme d'ascétisme qui accompagne le profit. Néanmoins, on est en revanche parfaitement resté dans un modèle dans lequel l'argent, en tant que pure source d'investissement, c'est-à-dire non pas en tant que lieu de jouissance, mais en tant que pure source d'investissement, existe encore. Et je le vois notamment dans les grandes fortunes, dans les très grandes fortunes. Quand on regarde des très grandes fortunes, on voit bien que ces fortunes-là n'ont pas un sens relatif à la jouissance dans la vie des biens matériels. Ils ne se font pas fabriquer des palais en diamant. Quand vous avez la fortune de Bill Gates, que vous pouvez acheter 5 pays si vous voulez, vous ne pouvez pas jouir de tout cet argent parce que vous n'avez pas assez de corps. Et quand bien même vous pourriez, par exemple, je sais pas, en refaisant faire avec minutie par des artisans extraordinaires un Louvre tout entier ou des bâtiments qui seraient plus modernes et qui seraient de cet ordre-là, c'est pas ça qu'on fait. Les souverains ne se ruinent plus, ils jouent. Ça dépend. En Afrique? Alors, je pense que vous parlez un peu vite. Si vous regardez par exemple la résidence de Mobutu, qui en était un beau là, de dictateur... Un dictateur flambeur. Oui, c'est ça, flambeur. C'est pas mal. Par rapport au niveau des richesses qu'il a détournées par rapport à son pays, par rapport à l'effort économique qu'il fallait faire pour créer le Louvre ou Versailles ou des choses comme ça, ça n'a rien à voir. Alors, quittons cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement dans cette question, c'est l'idée que on associe valeur morale, vertu morale et réussite économique. Ça, c'est je l'avoue, une question qui me taraude. Dans ces discours protestants ou que Weber assimile comme tel, on trouve l'idée vraiment d'une validation divine de l'efficacité économique. Elle est permise par Dieu, elle est autorisée par Dieu et elle plaît à Dieu. Elle est en quelque sorte préparée et elle lui plaît.
à la fois. Donc Dieu est là au début et à la fin. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en Occident, en France, dans le monde, des discours semblables qui vont justifier moralement une activité économique? Et plus précisément d'ailleurs, qui vont faire le pari que l'activité économique va susciter à terme des comportements moraux. Des fois, je me demande dans quel monde vous vivez. Tiens, tenez, vous dites-moi. Est-ce que certains types d'actions économiques peuvent susciter naturellement des comportements moraux, du bien pour l'humanité? Attendez, je termine la question. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des types de réformes qu'on peut faire et qui d'un coup vont apporter la morale et la culture, au lieu de changer la morale et la culture pour en gros arriver à une situation de paix et d'harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas des discours très structurants comme ça? Je réponds. Est-ce qu'on peut répéter la question? J'intègre. C'est si difficile que ça? Est-ce qu'il y a des discours disant que l'économie permet de faire de la politique au lieu de faire une politique qui vise une économie? Est-ce qu'il y a des discours aujourd'hui dominants en Europe, en France, dans le monde qui permettent de dire c'est pas la peine par exemple d'imposer la démocratie ou des valeurs, etc. On va d'abord faire l'économique et c'est le système monétaire, c'est le système économique, c'est l'activité économique qui va apporter ensuite les valeurs sociales et culturelles. C'est marrant, vous vivez vraiment dans un... Je vois bien que ma question ne vous est pas du tout ni claire ni familière, et comment elle est incroyablement à vos dirigeants. C'est ça qui me frappe, quoi. Alors qu'habituellement, les élèves de Tolbiac étaient plutôt politisés, mais là, oui. Dans les discours bon, c'est très simpliste, hein, mais dans les discours, disons, basiques des gouvernements de gauche ou droite qui disent qu'il faut redonner une relance économique dans les banlieues difficiles où les valeurs morales sont en chute, si ces personnes ont une activité économique, alors les valeurs morales excusez-moi de vous embêter un peu. Les valeurs morales ne sont pas en chute, c'est juste qu'elles se diversifient. Je peux vous assurer que vous allez dans n'importe quel petit bar à côté d'une station RER avec des types jeunes et barbus avec des baskets qui causent, et vous allez voir qu'on parle beaucoup plus de morale qu'à Saint-Germain. Alors là, on parle de morale tout le temps. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Que ce soit d'ailleurs. Ouais, vous allez dans la frontière Montreuil-Rony, vous allez voir d'un côté du bar, vous allez avoir voilà, tu sais pas quoi, machin, il est marié, il l'avait regardé, on parle de morale tout le temps. Et du Coran, du Saint-Coran, du très très Saint-Coran et du prophète, etc. Et de l'autre côté, vous allez avoir des baptistes, souvent haïtiens d'ailleurs, ou mauriciens, enfin il y a des communautés comme ça, qui ont les mêmes débats, mais avec quelques variantes. C'est plutôt le Seigneur, le très saint Jésus, la Bible, la très sainte Bible, la très très... qu'est-ce que j'ai entendu comme formule rigolote? La race des seigneurs, le peuple élu, en communion avec l'agneau, enfin il y a des choses amusantes de tous les côtés. Hein. Donc non, voilà, bref. C'est un assez bon exemple, mais vous pouvez faire mieux, et je m'en vais en briller. On va commencer par tout le discours sur le développement, la création de la Banque mondiale pour le développement, enfin le FMI et la BERD. Dans l'immédiat, après Seconde Guerre mondiale, on a vraiment cette idée qu'il faut absolument faire du développement dans le monde entier. Le développement amènera la nouvelle félicité au peuple du monde entier, non pas par le transfert de richesses, ni par le partage des richesses, parce que ça, c'est pas bien, mais par le partage de connaissances et le transfert de compétences et de connaissances. Ce qui va permettre à chacun de rentrer dans une activité économique libérale de marché. Ensuite, vous avez ces banques-là, pour le développement, qui conçoivent le développement comme la croissance, d'un côté, dans un cadre où il y a un peu de démocratie et surtout beaucoup de privatisation. Je prends les statuts de la BERD pour vous dire ça. Et j'ai une citation que je vous ai amenée d'un ancien secrétaire général de l'ONU, Monsieur Tante, il peut rien s'appeler comme ça, qui disait « Le développement, c'est la croissance plus le changement.
le changement en retour est social et culturel et aussi bien qualitatif que quantitatif. Donc c'est cette idée que apporter la croissance, l'économie de marché, ça va à un moment donné susciter de la démocratie. Ça, c'est dans la vision gentille. On avance un petit peu, on arrive à l'école de Chicago. Hein, les années 60, fin des années 60, début des années 70, et qui est encore vraiment en forme en ce moment. Thatcher en était un très bon exemple, et par ailleurs, Fillon se revendique de Thatcher. Donc vous voyez, on est en plein dans le quotidien. Et là, l'idée, c'était vraiment que peu importe le moyen par lequel on impose l'économie libérale de marché, que ce soit, comme au Chili, que ce soit les régimes militaristes, comme dans plusieurs régimes sud-américains, peu importe, ça finira par produire le bien. Et en Europe, au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, on en a des ressucés très différents. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre la démocratie vraiment le plus à l'écart possible pour que les règlements, les traités définis par les experts gouvernent. Et ce bon régime de l'économie va, à un moment donné, créer effectivement des valeurs de la démocratie, c'est-à-dire, en fait, un raisonnement paradoxalement marxiste. C'est la transformation de l'outil de production, c'est la transformation des rapports de classe qui vont, à un moment donné, créer la culture. Voilà. Donc, alors grand dame, moi je les considère comme des marxistes, mais voilà. Et alors, à travers ça, une fois qu'on a matériellement identifié comme ça des façons collectives de dire c'est l'économie qui va faire la morale, l'économie précède. L'économie précède la morale, l'économie précède la politique. Elle précède la démocratie, elle est plus importante qu'elle. C'est l'économie qui va susciter de la vertu. Donc au lieu de vous comporter comme des moines, je reviens au tout début de Luther et à la notion de Beruf, il faut travailler. Il faut être des agents économiques performants, parce que c'est bien. C'est marrant d'ailleurs de dire créer de la valeur. Ça c'est vraiment une espèce de mot valise qu'on utilise partout dans les milieux d'affaires ou dans les institutions européennes ou même françaises maintenant. Pourquoi on ne dit pas créer de la richesse ? Ben parce que se poserait la question de la distribution. Hein. Quand vous êtes une institution publique et que vous encouragez à la création de richesse, la question de la distribution se pose. C'est marrant d'ailleurs comme elle se pose à l'échelle locale immédiatement, alors qu'à l'échelle européenne beaucoup moins. C'est marrant comme la question de la négociation se pose inévitablement à l'échelle locale, à l'échelle européenne beaucoup moins. Bon, mais je ne vais pas me lancer dans une description longue, je perdrai mon temps. Et je ne pourrai pas finir le cours, or le plus important, c'est de finir le cours. Alors, une fois qu'on a identifié ces 4 niveaux de sacralisation, sacralisation du travail, de la réussite personnelle, de l'ascétisme, c'est-à-dire on cherche l'argent pour l'argent, et sacralisation de l'argent. C'est-à-dire que c'est une entité qui est capable elle-même de se développer et en quelque sorte d'aspirer toutes les autres notions telles qu'elles ont été enrichies dans un processus historique. On suit Max Weber qui finit par nous dire, page 301 de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme dans mon édition, dans le fond, dès que le capitalisme bénéficie de supports matériels et institutionnels, il n'a plus besoin du support moral, il n'a plus besoin de l'éthique protestante. Je suis tout à fait... Ça va ? Il y a quelque chose qui vous... Non ? Alors, on peut admettre qu'aujourd'hui, le capitalisme, effectivement, dispose de supports, de normes, de pratiques, de pouvoirs, tels qu'il n'a pas besoin d'un support moral. Mais néanmoins, est-ce qu'il ne dispose pas d'un support moral ? La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui a remplacé Dieu ? Aussi bien pour valider les actions économiques internationales, globales. Ah oui, ça c'est le climate change. Non mais voilà, qu'est-ce qui a remplacé Dieu, dans le fond ? Qu'est-ce qui vient valider l'individu ? Qu'est-ce qui vient le valider moralement ? Non, là on a la même. D'un côté comme de l'autre, l'individu, par sa richesse, est validé par une instance. Dieu, dans ce que Max Weber décrit comme l'éthique protestante, et aujourd'hui.
la science. Pourquoi pas, mais pourquoi? D'un côté pour justifier tout ce qui a un aspect dans le monde, c'est plus tout ce qui se produit dans le monde, etc. Pour un rapport avec l'argent, mais... Donc vous voulez dire que ceux qui valident aujourd'hui, ce sont plus ni des prêtres, ni des hommes politiques qui auraient un projet basé sur des valeurs. Ce sont des gens qui regardent des données objectives, soit de bien-être, soit de variations économiques. Donc en quelque sorte, celui qui valide, celui qui donne l'approbation, dirait « il y a du bien qui est fait, je suis capable de le mesurer objectivement ». C'est ça que vous dites. Oui, vous parliez de l'expert. Ben là, effectivement, ça donne un pouvoir à l'expert qui est extraordinaire. Lors de cette réunion, ce sommet européen à Barcelone dont je vous parlais au début et au milieu d'ailleurs aussi du cours, l'inauguration a été faite par 4 experts invités. Et il s'agissait de penser le marché et l'innovation en santé, essentiellement. Un ancien de la Commission européenne, non élu, un ancien de la Commission européenne, non élu, et un autre dont j'ai oublié ce qu'il était, mais un genre d'expert aussi, et enfin un des hauts responsables de Philips. C'est-à-dire que des experts. Et ils se sont tous collégialement posé la question, comment est-ce que nous pouvons mieux comprendre les gens ? Comment est-ce que nous pouvons mieux leur parler? Comment est-ce que nous pouvons mieux comprendre leurs besoins, mieux les adresser, mieux les satisfaire pour leur offrir une meilleure qualité de vie? Il n'a jamais été question ni de processus démocratique, ni de parler aux gens, parce que les gens sont loin. Il a été question de statistiques, mais aussi et surtout d'un espèce de credo que vous trouverez énormément dans les entreprises et surtout dans ce type de capitalisme-là. Il faut qu'on soit open-minded, il faut qu'on soit bottom-up et pas, c'est quoi déjà, dans une approche bottom-up, contrairement à une approche top-down. Surtout pas d'approche top-down, il faut être bottom-up, évidemment. Il faut être ouvert, il faut être dans la co-construction, il faut être dans une approche... voilà, il faut trouver des moyens d'être proche des gens. Il y a un jeune homme d'ailleurs qui a proposé, mais il était trop jeune, hein, de faire voter les patients sur les choix économiques, sur les choix de développement scientifique à engager par les... évidemment tout le monde le dit, non mais ça c'est impossible, ça n'existe pas... Voilà. Donc, je repose ma question. Parce que j'ai l'impression que vous n'y avez pas répondu. Pour moi, la science, si vous me dites ça, c'est une capacité à objectiver le monde. C'est-à-dire à n'agir qu'en fonction de données objectives. Or, les données objectives, elles ne disent rien. Elles ne disent rien. Alors on pourrait dire, il faut écouter le corps d'experts. Par exemple, les données objectives sur les climats. Le climat change. Ok. So what? Que faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et pourquoi? Ça menace l'humanité? Et alors? Il faut à un moment donné un point qui donne une direction morale pour interpréter les résultats. Si vous me dites ça a été délégué au corps des scientifiques pour faire de l'expertocratie, ça me paraît satisfaisant, mais peu. Et surtout, ça s'intègre dans un schéma général que j'appellerais celui de la croissance et de la mondialisation. Pourquoi je dis ça? Parce que la mondialisation, c'est un processus économique. C'est une façon de concevoir le monde par l'intensification des échanges économiques et techniques à l'échelle de la planète. Donc de voir le monde comme une espèce d'espace fluide d'échange et dans l'intensification de l'échange. Ça, c'est la croyance générale. Par exemple, ça fait que quand on a une espèce d'éco-fascisme, quand on a une espèce de mise en gestion de la planète sur la base de données objectives, on va faire du business. On va parler de la gestion du monde comme d'une opportunité de croissance. N'est-ce pas? Donc, je ferai avec vous l'hypothèse que elle n'est pas plus valable que la vôtre, mais seulement la vôtre, je l'ai trouvée un peu insuffisante. Mais on est dans les hypothèses. Je ferai avec vous l'hypothèse que ce qui a remplacé Dieu, fondamentalement, c'est la croissance.
C'est-à-dire que ce qui nourrit au premier niveau la notion de mondialisation, au second niveau d'ailleurs quasiment immédiatement la notion de développement, ce qui va nourrir ensuite le pouvoir donné aux experts, ce qui va donner le cadre général de l'expertocratie aussi bien dans les actions économiques que dans les actions économico-politiques ou économico-politico-écologiques, tout ce que vous voulez. La racine fondamentale, c'est la notion de croissance. D'ailleurs, le développement, c'est de la croissance et un peu de démocratie et beaucoup de sphères privées, de privatisation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un lien entre croissance et morale ? C'est difficile. Il y a des comportements très immoraux qui peuvent donner beaucoup de croissance et qui peuvent d'ailleurs être parfaitement justifiés et devenir très moraux dans un autre cadre moral. Quelle est la morale de la croissance ? C'est quoi la morale de la croissance ? Alors, dans certains cours d'économie, on vous apprendra, comme je vous ai dit, l'optimum de Pareto, c'est-à-dire la croissance des inégalités profite au plus faible. Mais à travers tout ça, quelle est la morale de la croissance ? Ce fol espoir que par ailleurs la croissance amènera plus tard des bons changements. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? Pourquoi la croissance c'est bien, moralement parlant ? J'espère que vous aurez compris que je n'adhère pas du tout à cette hypothèse-là. Ça amène la hausse du pouvoir d'achat. Est-ce que la croissance suppose une amélioration du niveau de vie ? Non, pas du tout. Objectivement, non. Ça pourrait être une croyance collective, ça pourrait être une excellente réponse. Non seulement ça ne donnerait pas de fondement moral, ben non. Il manquerait quelque chose. Par exemple, ça permet aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est bien, l'énoncé moral est à la fin. Ben oui, et pour moi, la question est un peu abyssale. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ivresse de l'intensification, l'ivresse de l'augmentation. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. On est dans une culture dans laquelle le symptôme, c'est de chercher l'intensification, la densification, l'augmentation. En quelque sorte, ou l'accélération, si vous voulez. Il me semble que la morale, ou peut-être plutôt l'esthétique, qui nourrit globalement ça, c'est plus c'est grand, mieux c'est. Bigger is better. C'est ça. C'est cette fascination pour d'abord la désubjectivation. On se fond dans la désubjectivation. On se fond aussi dans l'accélération des échanges, dans la déstructuration des structures sociales que ça produit. Et dans cette espèce de monde déstructuré, dans ce atomisé, accéléré, il y a une espèce de jouissance à l'intensification, comme si c'était le seul terrain stable qu'on pouvait trouver ou la seule justification du reste de la vie sociale. Voilà. C'est l'hypothèse que je partagerai avec vous, c'est-à-dire qu'on est passé de Dieu à l'intensification de la vie, qui justifie les choses. L'intensification des échanges. Voilà. En d'autres termes, quand vous intensifiez, alors c'est bien. Si vous y réfléchissez bien, aujourd'hui, les grands domaines économiques qui sont développés, ça consiste vraiment à mettre en économie votre vie. Quand on parle d'ubérisation, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Quand on parle de la gestion de la donnée, du big data, vous savez, c'est formidable le big data. Le big data, c'est ça. C'est donner de la valeur à votre haleine du matin, votre nombre de battements cardiaques, vous êtes mesuré quand vous êtes allé faire votre jogging. On investit les détails de votre vie privée, le vieillissement de vos os, ça peut être tout et n'importe quoi. Et quand on parle de l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets, le fait de tout connecter, etc., là encore, on va tout mesurer chez vous, parce qu'on est vraiment dans la recherche, on arrive un peu dans les coins, quoi. Alors on en trouvera d'autres, peu importe. Mais c'est vraiment... La validité de ça, c'est de produire plus d'activité économique. Et si vous y réfléchissez bien, la croissance, c'est basiquement cela.
l'augmentation du nombre de valeurs ajoutées produites, excusez-moi, l'augmentation de la valeur ajoutée produite sur un territoire. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pourrait nourrir ça, c'est-à-dire le passage d'une référence à Dieu justifiant l'accélération à, en fait, la perte de Dieu et le fait de rendre un culte à l'accélération. Si aujourd'hui on considère que la notion de croissance, c'est la justification ultime de toute politique, le bien, la santé du pays, en quelque sorte, et ceux qui y contribuent sont par conséquent des bienfaiteurs, vous savez, ces genres d'aberrations. C'est le capital qui crée la richesse, c'est le capital qui crée de l'emploi, c'est le capital qui fait que dans le pays va bien. Donc ceux qui ont capital, c'est ceux qui font la croissance, n'est-ce pas? Ce sont les acteurs de croissance. C'est en quelque sorte comme si on avait enlevé Dieu et que ce qui était resté, c'était accélération, intensification. Et comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se débarrasser de tout ce qui est institué pour basculer vers une espèce de magma permanent, d'institutionnalisation permanente. Un processus qui ne marque plus aucun temps d'arrêt. Comme si on revenait à Durkheim. Dieu, c'est une image de la société qui se regarde elle-même. Mais comme si d'un coup, on avait créé un Dieu qui en fait était profondément instabilité. Profondément le propre visage de sa capacité à se transformer. Ouais, on pourrait peut-être dire ça. On pourrait dire peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs ça irait avec la flexibilité, avec l'ubérisation, on pourrait peut-être dire que Dieu aujourd'hui, voilà, ce qui justifie moralement, c'est la capacité à n'appartenir à personne et à se transformer sans cesse. Voilà, j'avais envie de parler d'argent avec vous, c'est fait. Je vous souhaite d'avoir des tas de billets qui nous donnent beaucoup de petits billets, comme le promet Benjamin Franklin. Non, mais plus sérieusement, amusez-vous bien, comme d'habitude. Salut.